Bon, je recommence en remerciant Transform pour l'organisation de cette discussion. Et je voudrais d'emblée souligner à quel point je suis d'accord avec ce qu'a dit Fausto juste avant moi, en particulier sur la nécessité qu'il y a pour nous de réfléchir en termes de nouvelles pratiques, de nouvel ordre symbolique, de nouvel imaginaire, et par conséquent de rompre avec un certain nombre de schémas qui ont la vie dure, qui ont existé pendant assez longtemps à l'intérieur de la gauche et du mouvement ouvrier, et qui me paraissent aujourd'hui être complètement en crise. C'est la raison pour laquelle je commencerai en prenant les trois notions qui donnent à mon intervention son intitulé par la notion du commun. Parce que les autres notions, les deux autres notions, se présentent d'une manière telle qu'elles ont besoin d'être explicitées à la lumière de la notion qui m'apparaît la plus importante et qui est la notion du commun. Dans la mesure où réappropriation sociale, ça peut vouloir dire des choses très différentes, et dans la mesure où autogestion est un terme qui est lui-même assez équivoque, et j'ai noté que Fausto utilisait presque toujours le terme d'autogouvernement, plus rarement le terme d'autogestion, et il me paraît que c'est un choix qui est assez judicieux. Parce qu'en français, quand on dit gestion, alors c'est pas tout à fait la même chose que management, parce que finalement, on parle de quelque chose qui n'est pas de l'ordre d'une activité de direction ou de gouvernement. Alors qu'il me semble qu'on devrait parler, s'agissant de l'autogestion, d'un autogouvernement, c'est-à-dire d'une capacité de prendre des décisions, de décider des orientations. Et c'est la raison pour laquelle je préfère revenir sur la notion d'autogestion après, à la lumière de ce que je dirais, pour commencer, sur le commun. Il me semble en effet que dans ce nouvel ordre symbolique ou imaginaire que nous devons construire, que la gauche doit construire, la notion de commun occupe une place tout à fait éminente et centrale. Je prends cette notion dans un sens tout à fait particulier. Je parle du commun au singulier. Je sais qu'en Italie, il y a une expérience très importante qui tourne sur la question des biens communs. Commun, à ce moment-là, est un adjectif. Ça n'est pas un substantif. C'est la raison pour laquelle je préfère commencer, moi, Fausto rigole, mais je préfère parler, quant à moi, de commun au singulier, plutôt que d'aborder tout de suite la discussion sur les biens communs. Donc je prends le commun comme un substantif parce qu'il désigne pour moi un principe et non pas quelque chose qui vient qualifier certaines choses. Quand on dit bien commun, on qualifie un certain nombre de biens en disant qu'ils sont communs et que c'est la raison pour laquelle ils se différencient des biens publics ou des biens privés. On entre donc tout de suite dans une discussion sur les différences et les comparaisons possibles entre trois sortes de biens. Or, le mot bien, excusez, mais justement, la notion de bien est une notion qui est très équivoque. Parce qu'un bien peut désigner une chose que l'on possède, une acquisition, que l'on peut être amené ensuite à vendre ou à échanger. Et le bien peut désigner aussi quelque chose qui vaut par lui-même, éthiquement et politiquement. Et c'est la raison pour laquelle la notion de bien est une notion qui est un peu, non pas sujette à caution, mais équivoque.
Je préfère par conséquent commencer à expliquer ce que j'entends par le commun au singulier. Et comme l'a dit Fausto, je crois que le plus important, c'est de partir des mouvements des places qui ont eu lieu de par le monde et de réfléchir à ce qui s'est passé. Et quand on réfléchit à ce qui s'est passé, on s'aperçoit que justement l'exigence du commun a émergé d'une façon très forte dans ces mouvements d'occupation des places. Elle a émergé sous une forme particulière qui est assez originale, qui est assez nouvelle par rapport à d'autres expériences passées, parce que l'exigence qui s'est affirmée dans ces mouvements, c'est l'exigence d'une démocratie réelle. Je reprends l'expression des Espagnols du mouvement du 15 mars, et je reprends donc cette expression qui continue aujourd'hui de valoir, y compris peut-être et surtout à Barcelone et à Madrid après les dernières élections. Il faut en effet se rappeler que la liste qui a triomphé à Barcelone porte le nom de Barcelone en commun. Et il y a là quelque chose qui, pour moi et pour Christian Laval, est très important. Parce qu'on voit que ce qui est en question, c'est en effet quelque chose comme un principe, à partir duquel s'ordonnent différentes revendications. Et si j'avais, de façon très ramassée, à définir ce principe, je dirais que c'est le principe selon lequel il ne peut y avoir d'obligation partagée entre les citoyens sur le plan politique, qu'à la condition que cette obligation procède d'une participation à une même activité. L'obligation est fondée sur la coactivité. La co-obligation est fondée sur la coactivité. Un tel principe porte directement une critique de la démocratie représentative dans sa forme classique. Puisque le représentant, c'est celui qui s'arroge le pouvoir ou qui se voit reconnu ou attribué le pouvoir de parler et d'agir au nom de tous avec d'autres représentants qui sont à cet égard quelques-uns, c'est-à-dire une petite minorité. L'exigence d'une démocratie réelle, c'est donc l'exigence de ce que l'on appelle plus couramment une démocratie participative. Or, il est remarquable que dans ce mouvement d'occupation des places, cette revendication d'une démocratie réelle s'est nouée d'une façon très forte avec une exigence de prendre en charge des espaces, notamment des espaces urbains, des espaces de vie, des espaces collectifs. Alors, ça a été le cas dans tout le mouvement des places et ça a été particulièrement le cas à Istanbul, où il s'est agi pour la population de revendiquer la place Taksim et le parc Gezi comme des espaces communs pour contester au gouvernement de Erdogan le droit de s'approprier de façon privative ou même par l'État de tels espaces. Il y avait une sorte de protestation contre la logique de l'appropriation étatique et privée. Je dis bien étatique et privée. Ce qui, dans la plupart des cas d'ailleurs, se trouve assez lié, et dans le cas de Erdogan, très directement lié, puisque l'État de Erdogan a des rapports très étroits avec des grandes entreprises privées dans l'immobilier. Et je crois que cette liaison entre les espaces communs à gérer, que la population revendique pour elle-même, en considérant qu'elle doit prendre en charge ces espaces, et d'autre part l'exigence de la démocratie politique sous sa forme participative, est justement ce qu'il y a de plus important dans ce mouvement. C'est
à partir de ce qu'il y a de nouveau, ce qu'il y a d'original, ce qu'il y a d'inventif, que nous devons réfléchir à la question de l'autogouvernement et de l'autogestion. Et non pas l'inverse. Non pas considérer que l'autogestion ou l'autogouvernement est une formule magique à partir de laquelle on pourrait éclairer tout ce qui s'est passé dans le monde et en particulier tout ce qui s'est passé dans le mouvement des places. C'est la raison pour laquelle je parlerai, après avoir énoncé ce principe politique du commun, de son articulation avec ce que l'on appelle assez couramment, à partir de l'anglais, les communs. Les communs, donc, au pluriel. Mon idée est assez simple, c'est que un commun est nécessairement un bien, mais aucun bien n'est par nature commun. Et il y a là, pour moi, une différence tout à fait importante, et nous devons réfléchir à la façon dont cette différence peut se traduire, ou se refléter, ou s'exprimer au plan de l'entreprise. Parce que, finalement, il n'y a pas de raison pour que l'entreprise soit une exception. Il n'y a pas de raison pour que on ait affaire à des entreprises qui continuent de fonctionner de manière intégralement privée ou même à des monopoles d'État, même s'ils sont de plus en plus remis en cause. Et puis, tout autour, on aurait un encerclement culturel qui brandirait le principe du commun, de telle sorte que dans la société, il y aurait une faille entre ce qui se place dans les entreprises et puis d'autre part ce qui se joue sur l'arène culturelle, sur le théâtre de la culture. Je pense au contraire que les deux sont liés, c'est-à-dire que la façon dont on doit poser la question de la gestion ou du gouvernement dans l'entreprise implique que l'entreprise se transforme en commun. Elle implique que l'entreprise elle-même soit instituée comme un commun. Et Fausto a justement insisté sur la nécessité de nouvelles institutions. Et il me paraît que justement l'entreprise doit devenir une nouvelle institution. Les expériences d'autogestion ou d'autogouvernement sont justement là pour nous permettre de réfléchir à la manière dont une entreprise peut être instituée en commun. Et je crois qu'à cet égard, il faut poser un certain nombre de règles fondamentales. La première règle fondamentale est une règle de démocratie interne à l'entreprise. Démocratie interne à l'entreprise qui doit être la traduction à l'échelle de l'entreprise du principe politique du commun. Si le principe politique du commun exige qu'il n'y ait pas d'obligation ou de co-obligation sans coparticipation, alors au plan de l'entreprise, cela doit se traduire par le fait qu'il ne doit pas y avoir d'exécution d'une tâche sans participation égale à la décision. C'est la raison pour laquelle, une fois que cette règle est posée, on s'aperçoit qu'on peut lever l'équivoque sur gestion. Parce que s'il n'y a pas d'exécution à une tâche ou à un poste de travail qui ne procède pas d'une participation directe à la décision, tu veux que je le répète? Oui, tu peux répéter juste parce que j'ai perdu le verbe. Donc... S'il n'y a pas donc d'exécution d'une tâche à un poste de travail sans participation directe à la décision, alors on ne peut pas parler d'une simple gestion qui nourrit à ce moment-là l'équivoque entre autogestion, cogestion et qui implique de dissocier, de marquer la différence. Et on s'aperçoit à ce moment-là tout de suite que l'autogestion, dans son acception critique, véritable, dans son acception subversive, est un autogouvernement. Cette exigence de démocratie interne a été mise à l'épreuve
en Argentine, à travers le mouvement de récupération des entreprises dont il a été question, dont Fausto a parlé tout à l'heure. Et il me paraît qu'on rencontre là un certain nombre de difficultés, dans la mesure où souvent en Argentine, il y a bien sûr un nombre très important d'expériences, mais il y a une diversité sous l'angle de la démocratie interne entre des expériences qui sont très différentes, parfois même qui tiraillent dans deux sens contraires. Par exemple, dans certaines entreprises récupérées, on a reconduit la hiérarchie des cadres, ceux qui avaient la confiance du patron lorsqu'il était là, de telle sorte que la relation devenait assez verticale et hiérarchique entre le conseil d'administration dans son acception restreinte et puis le reste des salariés. Et dans d'autres entreprises, au contraire, ce qui s'est mis en place, c'est une sorte d'assemblée souveraine, quasi permanente. Pas tous les jours, mais presque. Avec les difficultés que cela pouvait produire concernant la vie quotidienne de l'entreprise elle-même comme entreprise. Et il me semble que par conséquent, nous avons un problème qui n'est pas un problème de définition de la démocratie interne, qui est un problème de mise en œuvre pratique de cette exigence de démocratie interne. Parce qu'il faut trouver le moyen de rompre avec le paternalisme de l'ancien patron, sans pour autant verser dans la tentation qui consiste à faire de l'Assemblée générale un principe quotidien, parce que à ce moment-là, ça rend la démocratie elle-même très fragile et très précaire, parce que ça ne permet pas aux différentes singularités, aux différents individus de pouvoir s'exprimer, et souvent un certain nombre de gens sont intimidés lorsqu'il y a une assemblée générale permanente, et comme par hasard, certains s'expriment davantage que d'autres et finissent par confisquer la parole, et on sait comment ça a pu se passer dans certaines expériences. Ça, c'est la première exigence, donc, exigence de démocratie interne, mais je voudrais parler de la deuxième exigence. Cette deuxième exigence traduit aussi le principe du commun au plan de l'entreprise. Pour bien faire comprendre ce point, je voudrais insister sur l'idée que, pour moi et pour Christian Laval, il ne peut pas y avoir de commun strictement professionnel. Un commun professionnel est une contradiction dans les termes. Alors, je m'explique parce que c'est un point qui me semble très important. On peut avoir, et je n'ai absolument rien contre, des organisations syndicales qui ont pour fonction de défendre les intérêts communs des salariés sur un plan qui est professionnel, et c'est tout à fait dans la logique et dans la fonction qui est celle des syndicats. Mais quand on parle de commun, au pluriel, qu'il s'agisse d'espaces urbains, qu'il s'agisse de lieux culturels, comme le Théâtre Valle à Rome ou d'autres, qu'il s'agisse d'entreprises, on parle d'autre chose, ou on devrait parler d'autre chose que d'un cadre étroitement professionnel. C'est la raison pour laquelle, dans Del Comune, nous parlons à ce moment-là des communs, en faisant une distinction entre les communs strictement politiques, en nous référant à la municipalité, à la commune au sens local du terme, à la commune comme forme politique d'autogouvernement local, notamment à la commune de Paris, et puis d'autre part, des communs qu'on pourrait dire, qu'on pourrait qualifier, des communs qu'on pourrait qualifier de socio-professionnels. Mais justement, nous parlons de communs socio-professionnels.
Nous ne parlons pas de commun professionnel. Nous empruntons les termes à Proudhon, que nous considérons comme un auteur important sur cette question de la fédération des communs socio-professionnels. Et dans socio-professionnel, vous avez remarqué que justement il y a sociaux et pas uniquement professionnels. Donc il y a la relation de ce qui est professionnel à toute la société, au reste de la société, à la société sur le plan local, dans un territoire donné, et puis à la société au-delà, c'est-à-dire à la société telle qu'elle peut exister à travers des associations, des mouvements, des revendications, des acteurs sociaux. Et je pense que tout cela doit être pris en compte lorsqu'on réfléchit à l'institution de l'entreprise comme commun. L'entreprise doit en effet devenir un commun socio-professionnel. Je le dis parce que je ne connais pas le droit civil italien, mais en France, dans le droit français, l'entreprise commune n'est pas reconnue. Elle n'est pas reconnue juridiquement. La seule chose qui est reconnue juridiquement, c'est la société. On dit la société, une société. On parle donc de la société, et pourtant le Code civil définit une société en disant que c'est un accord par lequel des personnes s'engagent dans une entreprise commune. Il y a donc une sorte de contradiction parce que c'est la société qui se trouve définie du point de vue du statut juridique, mais l'entreprise commune, elle, n'existe pas sur le plan juridique. Alors même que la notion d'entreprise commune fait partie de la définition juridique de la société. Je pense donc qu'il y a non seulement une lacune à combler, mais il y a quelque chose de très important à investir sur le plan symbolique, qui est que justement l'entreprise elle-même doit devenir commune. Et l'autogestion ou l'autogouvernement est le moyen par lequel l'entreprise peut devenir une institution du commun, donc quelque chose de véritablement commun. Qu'est-ce que cela implique donc ce rapport avec l'extérieur, avec ce qui est extérieur à la profession? Ça implique plusieurs aspects. Il y a bien sûr d'abord le rapport que l'entreprise peut entretenir et même doit entretenir avec d'autres entreprises qui travaillent par exemple dans le même secteur, ce qui veut dire que l'entreprise autogouvernée ne doit pas fonctionner dans un isolement splendide comme si elle n'entretenait aucun rapport avec les autres entreprises qui exercent une activité dans la même sphère. La question est donc celle de la coordination des différentes entreprises autogérées ou autogouvernées. C'est une question fondamentale parce que dans le système yougoslave dont Fausto a parlé, la coordination se faisait sous la forme d'une centralisation opérée par l'État. Et donc, la question à laquelle il nous faut réfléchir, c'est celle d'une coordination démocratique entre les entreprises autogouvernées ou autogérées qui ne soit pas le prolongement de la centralisation étatique. Autrement dit, la coordination démocratique n'est pas la planification bureaucratique. Donc c'est le premier aspect qui me semble très important concernant ces relations avec l'extérieur. Le deuxième aspect, qui est également très important, c'est qu'il y a à l'extérieur de l'entreprise des citoyens qui ne sont pas les salariés de l'entreprise,
mais qui sont amenés, même si l'entreprise est autogérée, à acheter un certain nombre de choses qui sont des produits de l'entreprise, ce qui pose la relation de l'entreprise avec les gens qui viennent acheter et qui consomment. Et c'est une relation qui doit être également prise en compte. Parce qu'il faut éviter que le consommateur soit réduit à cette position de quelqu'un qui vient acheter, puis qui ensuite consomme, et puis qui revient acheter et qui consomme de nouveau. Il faut par conséquent trouver avec le consommateur une relation qui soit active et qui puisse permettre de l'associer à la vie qui est celle de l'entreprise commune. Et puis enfin, troisième aspect qui me semble très important, c'est que je dirais que de manière générale, l'entreprise a une interaction avec un milieu. Le milieu, c'est une notion qui est assez délicate. C'est une notion qui a été longuement élaborée dans une certaine tradition sociologique. Dans la sociologie française, par exemple, depuis Durkheim, c'est une grande notion que celle du milieu. Et il me semble que cette notion de milieu doit être réélaborée. Parce que le milieu, ça n'est pas l'ensemble des consommateurs. Le milieu, ça n'est pas non plus l'ensemble constitué par les autres entreprises qui travaillent dans le même secteur d'activité. Le milieu, ce sont les citoyens, les associations, les organisations qui, au plan du territoire, au plan local, sont amenés à interagir avec l'entreprise. Je prends un exemple qui est très important aujourd'hui, qui est l'exemple de l'environnement au sens écologique du terme, de l'interaction de l'entreprise avec l'environnement au sens écologique. C'est la même chose, ben, très bien alors, ambiente. C'est très bien, c'est parfait, c'est mieux qu'en français. La relation donc avec le milieu doit être prise en compte avec cette composante, cette dimension écologique qui est tout à fait fondamentale. On s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a énormément d'entreprises qui ne font absolument pas attention, non seulement qui ne font pas attention, mais qui ne se préoccupent pas du tout de la façon dont l'environnement peut être affecté ou atteint par la façon dont l'activité de l'entreprise est conduite. Ça peut être la pollution d'une rivière, ça peut être tout à fait autre chose, ça peut prendre différents aspects. Mais je crois que c'est très important et que par conséquent l'entreprise qui est co-gérée, ou qui est co-gérée, pas au sens, pas de la cogestion, mais autogérée ou autogouvernée, doit prendre en compte cette relation avec le milieu et trouver le moyen d'associer à l'intérieur de la direction, des organismes de direction, des gens qui font partie de ce milieu, les associations qui font partie de ce milieu, de sorte que le commun excède le cadre étroitement professionnel et que l'autogouvernement ne soit pas simplement l'autogouvernement des salariés, mais l'autogouvernement de tous les citoyens qui sont concernés par l'activité de l'entreprise, particulièrement ceux qui sont concernés de très près par l'activité de l'entreprise. Et il me paraît que si on honore, si on satisfait à ces exigences-là, on peut alors interroger le dernier des trois termes qui donne son titre à mon intervention. Le troisième terme que je n'ai pas interrogé, dont je n'ai pas parlé, je finirai là-dessus, c'est le terme
d'appropriation sociale ou de réappropriation, parce que parfois on dit réappropriation. Et c'est un terme qui est très important, mais c'est un terme qui peut, là encore, être utilisé dans des sens très différents. Parce que dans réappropriation ou dans appropriation, il y a une racine latine qui est proprio et qui signifie la sphère du propre, avec tout ce que cela peut développer, et avec bien sûr la référence au droit de la propriété. Et donc la question qui a été posée également rapidement par Fausto tout à l'heure, qui est la question de la propriété collective, doit être réenvisagée à la lumière de ce principe du commun et à la lumière de ce que j'ai dit concernant les deux exigences, exigence de démocratie interne et exigence d'une ouverture vers le milieu extérieur. On peut considérer que appropriation peut avoir deux sens fondamentaux. Il y a un sens qui est assez classique, qui est le sens propriétaire. On s'approprie quelque chose et on en devient à ce moment-là le propriétaire. On peut ensuite discuter de la distinction entre différentes formes de propriété, mais si on s'arrête là, il me semble qu'on rencontre une difficulté qui est celle de l'articulation entre ce sens et, d'autre part, le principe du commun. C'est la raison pour laquelle il me semble qu'il faut aller plus loin. Parce que parfois, dans les expériences de propriété collective, dans l'histoire passée du mouvement ouvrier, il y a une façon d'entendre le collectif de propriété collective qui est une façon de faire du collectif le propriétaire au sens le plus traditionnel du terme. Ce qui veut dire que dans propriété collective, ce qui l'emporte, c'est le sujet qui est le collectif, qui est le sujet propriétaire. Alors on dira bien sûr, il y a une différence par rapport à la propriété qui est uniquement privée. Et c'est vrai. Mais la question est de savoir si le collectif, quel qu'il soit, peut s'ériger en un sujet souverain. C'est-à-dire en un sujet qui décide isolément, à l'exclusion de toute interaction, de toute participation d'autres personnes ou d'autres citoyens, du destin qui est celui de l'entreprise. Et on rencontre là la deuxième signification de la notion d'appropriation. Parce qu'on peut dire s'approprier avec une forme réfléchie, donc on devient à ce moment-là propriétaire, même si c'est un propriétaire collectif. Mais on peut aussi, et c'est de la forme non réfléchie, approprier quelque chose. Ah, alors comment dire en italien? Francese, voilà. Alors, approprier en français, quand on dit approprier quelque chose, c'est adapter quelque chose à sa destination. Ce qui pose à ce moment-là... Voilà, exactement. Rendre propre à. Exactement, approprier au sens de rendre propre à. Et à ce moment-là, la question se pose de la définition collective ou de la détermination collective de la destination. Qui détermine la destination sociale de l'entreprise? Et c'est la raison pour laquelle, dans la propriété collective, je mettrai l'accent sur le fait que c'est partagé, comme cela a été dit,
Mais ce n'est pas simplement partagé entre les différents salariés de l'entreprise. Il faut obtenir une forme de partage, donc de participation, qui implique ce qui est traditionnellement considéré comme étant le milieu extérieur. Et à cette condition-là, on aura une vraie propriété collective qui ne soit pas une sorte de forme collective de la propriété privée. On aura par conséquent une vraie rupture avec la logique de la propriété privée. Ce que je veux dire, je finirai par là, ce sera ma conclusion, c'est que on a affaire aujourd'hui à, comment on pourrait appeler ça, une hybridation de plus en plus grande entre propriété étatique et propriété privée. La propriété étatique elle-même intègre de plus en plus des normes du droit privé. La propriété étatique intègre de plus en plus, intériorise si tu veux, des normes du droit privé, ou la propriété, par exemple le contrat entre les individus. Et je crois qu'il y a là donc un enjeu. Le mot de propriété ne suffit pas. Et donc il ne suffit pas de dire propriété collective. Ça n'est pas un mot magique. Ça doit être élaboré de telle sorte que les gens comprennent que ça n'a rien à voir, ni avec la propriété étatique, ni avec la propriété privée. Par conséquent, en ce sens-là, je finirai là-dessus. Ainsi redéfinie, la propriété collective peut relever directement de la logique qui est celle du commun comme principe politique. Grazie.